Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est la toute première fois que je me présente devant vous masqué. Eh bien, parce que je vais animer une émission sur la Covid. Certains disent le Covid. Voilà. Et dans cette émission hybride qui est en même temps profondeur et en même temps intello, parce que je reçois le docteur Jean-Marie Kayembe. Il est professeur, il a eu 2 mandats de vice-doyen chargé de la recherche à la faculté de médecine, 2 mandats de doyen à la même faculté. Il est interniste et spécialiste en pneumologie. Il est collaborateur du professeur Muyembe Tamfoum. Lui est responsable de la prise en charge au niveau du secrétariat technique de la riposte. Vous comprenez pourquoi je suis donc complètement masqué. Professeur Jean-Marie Kayembe, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour. Je vais vous demander, pour les téléspectateurs quand même, de vous découvrir pour quelques minutes, comme ça. Voilà, c'est quelqu'un que vous avez sûrement déjà rencontré, puisqu'il est dans tous les forums. Alors, professeur, beaucoup de gens meurent au Congo, dans les grandes villes, particulièrement à Kinshasa. Je viens de la morgue de Ngaliema. Les images que j'y ai vues, je vais vous les proposer. C'est des images d'attroupement des gens. Jetez un petit coup d'œil. Regardez. Voilà. Des gens qui attendent la sortie des corps de leurs frères. Quand vous sortez de l'hôpital Ngaliema, vous longez la route, vous arrivez à la clinique quinoise, même spectacle, des gens en noir, beaucoup de gens. Est-ce qu'on n'aurait pas pu organiser un peu tout ça, parce que les mesures barrières que l'État, que le président de la République sont foulés aux pieds, là. Quelle est votre réponse devant ce spectacle? Oui, ma réponse est un constat pas très réjouissant. D'abord parce que c'est une instauration, une mesure édictée au plus haut sommet de l'État, le président de la République, relayée par le gouvernement, mais également par le gouverneur de la ville de Kinshasa, donc tous ceux qui nous dirigent. Je suis prêt et le premier à comprendre la dimension sociétale du deuil dans nos cultures. Mais ces mesures barrières qui ont fait leur preuve partout au monde, qui découragent les grandes agglomérations, les attroupements, qui encouragent la distanciation physique, sont revenues en particulier sur la gestion des cérémonies funéraires. Il est important, on l'a fait au moment de la première vague, il est important que les gestionnaires de morgues veillent à ce que le nombre de personnes qui y accèdent pour accueillir, pour vénérer, pour recevoir, rendre le dernier hommage aux défunts, il faut que ce nombre soit tout à fait contrôlé. Aujourd'hui, c'est sans commune mesure. C'est totalement au-delà du non-respect, d'abord, du port correct du masque, mais j'en ai vu qu'il n'en avait même pas. C'est comme si on affrontait cette situation où l'on était encore dubitatif en ce moment où la 3e vague nous frappe en plein fouet. Je pense qu'il est temps
que l'on se ressaisisse parce que la discipline pourra nous rendre de grands services dans la lutte contre le Covid-19, mesures médicales certes, mais mesures non médicales et celles restreignant les libertés individuelles et parfois les libertés collectives, elles doivent être appliquées si nous voulons nous en tirer. Oui, mais le problème, c'est que même les officiels, quand vous voyez les cérémonies officielles, c'est la même chose, même attroupement, c'est tout le monde qui veut qu'on le voit. C'est inexplicable. J'allais dire, c'est ceux qui édictent ces mesures qui laissent faire. Il faut se dire absolument que c'est l'affaire de tout le monde. Observer les mesures barrières pour endiguer l'épidémie ne doit pas être le seul fait des officiels, comme nous disons, parce que c'est comme dans les animaux malades de la peste. Ils étaient tous frappés, mais tous n'en mouraient pas. La mort devant la mort, la maladie, il n'y a pas de sélection possible. Mais il est important que l'exemple vienne surtout d'en haut. Les officiels devraient, en prenant les mesures, être eux-mêmes les premiers à les appliquer. C'est-à-dire le protocole mettrait en marche un nombre déterminé après lequel on ne peut pas. Laissez-moi vous dire que nous avons vécu cette situation. En particulier, je suis de l'université de Kinshasa, aux cliniques universitaires. À l'occasion de la première vague, nous sommes à la 3e aujourd'hui, oui, on acceptait à la morgue, on n'acceptait pas plus de 20 ou 50 personnes, tout au plus, étant donné que c'est en extérieur, en plein air. Mais des mesures de ce genre ne relèvent pas d'une sorcellerie extraordinaire. Un peu de discipline, elles peuvent s'appliquer. Il y a suffisamment de preuves pour dire que les endroits des grandes agglomérations, les deuils en font partie, les mariages et les soirées récréatives et festives importantes sont des milieux amplificateurs de la transmission. Est-ce que même à l'extérieur, on amplifie, parce que quand même à la morgue, c'est à l'extérieur. Est-ce que c'est un milieu vraiment amplificateur pour... il l'est lorsqu'on ne porte pas son masque, lorsqu'on n'a pas de distance comme entre vous et moi. En ce moment où nous passons cette émission, il y a plus d'1 mètre entre vous et moi. Mais nous sommes en milieu fermé, quoique climatisé. La concentration des particules virales est plus importante là où il n'y a pas d'aération, là où il y a une concentration, un milieu fermé. L'extérieur, bien sûr, est un tant soit peu protecteur quant à ceux, mais l'extérieur devient extrêmement dangereux aussi lorsque n'est pas observé une distance. On a l'avantage que dans cette pathologie, l'avantage est à la fois le risque que dans cette pathologie, près de 85% qui la font ne présentent pratiquement pas de symptômes ou en présentent mais des symptômes bénins, comme la perte de l'odorat, la perte du goût, que vous ne savez pas détecter parce que vous ne goûtez pas à la salive de celui qui n'a pas de goût, sauf si il vous le rapporte lui-même. La discipline est importante, l'observance des mesures barrières l'est également. C'est la discipline, entre autres, qui a permis à la Chine, pourtant le point de départ de cette épidémie, d'assurer un certain contrôle au jour d'aujourd'hui de cette pandémie. Bon, j'ai commencé au début, j'ai montré des images qui avaient beaucoup de morts. C'est sûrement la Covid qui est à la base de cette accentuation. Vous pouvez me le confirmer. Lorsque vous me dites sûrement, j'ai envie de vous dire, monsieur Kibambi-Shintoa, que je vous laisse un petit peu responsable de vos opinions. Pour quelle raison? La médecine, l'épidémiologie, qui est la science qui va nous dire quels sont les facteurs qui déterminent la mortalité, etc., exige des évidences. Tant que nous n'avons pas des évidences avec des études menées chez nous, avec des données analysées de manière évidente, j'en ai un petit peu peur.
Mais je voudrais quand même vous dire qu'à l'occasion de la première vague, je pense ici à l'année, il y a un an, au mois de mars 2020, une enquête avait été menée aux cliniques universitaires. Elle a été limitée dans l'espace et dans le temps, je suis premier à le reconnaître, ce qui en fait certainement une limite. En ce moment-là, n'avait pas été démontré de manière évidente l'impact du Covid sur la statistique mortuaire chez nous. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je suis convaincu que si l'on reprenait les données et si on les actualisait, quand même, un impact éventuel du Covid pourrait être retrouvé. Il est important de dire que l'on continue également de mourir d'autres choses, notamment d'autres maladies infectieuses comme le paludisme, le VIH-Sida, d'autres maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète et toutes les complications, les cancers, qui peinent d'ailleurs dans le diagnostic et la prise en charge, toute l'attention des professionnels étant attirée, rivée vers cet ennemi aujourd'hui mondial, le Covid-19. Ça retarde un peu la surveillance d'autres pathologies et en ce moment-là, la mortalité imputable à ces autres pathologies a tendance, et ça c'est un constat mondial, une crainte universelle et mondiale, c'est un constat qui est réalisé partout. Le constat que j'ai fait, que j'ai montré aux téléspectateurs, c'est du jamais vu. Ngaliema, manque de Ngaliema, plein de gens, clinique quinoise, plein de gens. Vous m'avez laissé responsable de mes dires, mais tout le monde serait d'accord avec moi qu'il y a quelque chose qui est à la base, et c'est cet ennemi commun. Oui, c'est une chose que tout le monde soit d'accord, mais la science, elle est un petit peu têtue en ce qu'elle se veut, et là, je ne parle pas de la médecine, mais la plupart des sciences veulent quand même des avis avancés fondés sur des preuves. Oui, il y a tendance à dire tout de même, lorsqu'on suit, lorsqu'on regarde certains décès d'ailleurs dans la communauté, c'est en post-mortem, lorsqu'un test Covid est réalisé, qu'on s'aperçoit qu'il était positif. Donc il y a même là des données qui ne sont pas rapportées, qui nous échappent. C'est possible. Et les équipes d'épidémiologistes absolument sont invitées et sont en train absolument de le faire. On doit pouvoir examiner le fait de mortalité si l'on voudrait endiguer ou tout au moins mitiger la fréquence ou le taux de létalité dans une communauté. Nous aurons certainement des réponses plus appropriées et fermes quant à ce. Docteur, je vais parler de moi-même comme mon jeune frère Christian de Sacco nous l'avait fait. Je n'ai rien, je sens rien du tout. Mais je sortais d'une grippe. Et puis, je me dis, je vais me faire examiner, j'ai des relations, je vais me faire examiner ensemble avec tous mes garçons. Au sortir de là, on me dit, vous êtes positif. Et je viens vous voir. Et vous faites d'autres examens qui démontrent qu'on est au début, mais qu'il y a péril en la demeure. Alors qu'en Europe, me dit-on, quand vous avez la Covid, on vous dit quarantaine ou quatorzaine. Et vous m'avez fait peur parce que il y avait même des choses qui allaient vers les reins. C'est-à-dire que vous en connaissez, ou vous n'en connaissez pas. Vous n'avez pas fait le tour de la question, mais vous êtes au fait de beaucoup de choses, docteur, pour la prise en charge en République démocratique du Congo. Oui, dire qu'après plus d'un an de gestion de cette pathologie, nous n'avons rien appris, ne serait rien d'autre que de la fausse modestie.
Mais il est important de reconnaître que cette pathologie nouvelle pour tout le monde nous apprend avant tout l'humilité. Et qui dit humilité dit demeurer de manière pérenne à l'écoute de l'évolution scientifique à travers le monde. Nous connaissons aujourd'hui que cette maladie, chez 85%, même un petit peu plus des gens, elle est asymptomatique ou paucisymptomatique, pour dire que certains ont peu de symptômes. Ce que vous me dites, nous y sommes habitués aujourd'hui. On vous dira, ah, j'ai ressenti les symptômes de la malaria. Oui, ces mêmes symptômes peuvent se retrouver dans le Covid. Et du coup, c'est après avoir essayé de l'automédication, tout le monde connaît aujourd'hui les antipaludiques, une dose, une seconde, quand ça ne s'améliore pas, on va enfin consulter et on s'aperçoit que le test covidique est positif. Vous-même, vous me dites, avec beaucoup d'humour, comme je vous sais très enclin à cela, lorsque vous présentez un journal, vous sortiez de ce que vous avez baptisé comme étant une petite grippe. Je vous l'accorde encore une fois, mais cette petite grippe, ce syndrome grippal, ce flu-like syndrome, laissez-moi angliciser un petit peu, ce n'est pas par pédantisme, mais parce que ça fait bien. Lorsque vous dites petite grippe, mais c'était probablement, et ça n'a pas été probablement, ça a été confirmé, le Covid. Mais lorsque nous avons tous les professionnels de santé à l'écoute de l'évolution scientifique, ont un sujet covidique devant eux. Un sujet qui réunit quelques facteurs de risque. Parce que les facteurs de risque, comme l'âge, comme les comorbidités, répétons-le, l'hypertension, l'obésité, le diabète, les maladies rénales chroniques, les maladies respiratoires, sont toujours à plus grand risque d'évoluer de manière défavorable. La médecine, la bonne médecine voudrait, mais nous ne savons pas toujours l'appliquer dans toutes les circonstances, étant donné que les bourses n'ont pas toujours les mêmes auteurs chez nous. Je vous ai reçu, vous me permettez d'en parler, c'est la raison pour laquelle je vends pratiquement le secret professionnel. Je me disais, je ne vais pas le laisser, surtout, où vais-je le caser? En milieu hospitalier ou en extra-hospitalier, c'est-à-dire chez lui. Comme en Europe, ils peuvent isoler. Ils se permettent d'isoler en Europe les personnes qui ne présentent pas de symptômes, éventuellement, qui ne présentent pas beaucoup de facteurs de risque, mais en vous disant, si vous sentez une difficulté respiratoire, si vous sentez un événement nouveau qui vous gêne, appelez le sang. Vous et moi, nous savons que le sang, c'est l'appel de l'ambulance, notamment en Belgique. Je crois qu'en France, c'est pareil. Et dans les 10 minutes qui suivent, le sang est là. Il vous amène dans une structure médicale. Avec les embouteillages que nous avons aujourd'hui, avec la structure qui est la nôtre, où est le sang? Et quand allez-vous, surtout si vous désaturez? Parce que la pathologie, nous le savons, elle peut se dégrader très rapidement. En quelques heures, un patient peut passer d'un état normal à un état de détresse respiratoire. Il y a d'ailleurs un terme assez poétique qui dit l'hypoxémie heureuse. L'hypoxémie signifie vous êtes en situation de manque d'oxygène et vous ne le sentez pas tout à fait. Ça existe. Il y a des patients comme ça. Et la référence dans cette situation-là à l'hôpital, elle est généralement tardive. Donc, pour éviter des situations désagréables fréquemment, nous avons ce que nous appelons quelques marqueurs biologiques pronostiques. À côté de la clinique, c'est vous, c'est le sujet. Est-ce qu'il a des facteurs de comorbidité, etc. Nous avons établi une échelle de fragilité qui nous permet de choisir assez rapidement quel sujet peut être suivi à domicile, lequel référer le plus rapidement possible parce qu'il a besoin d'oxygène. C'est en utilisant notamment un petit gadget, je l'appelle gadget, c'est le saturomètre, l'oxymètre digital. Vous le mettez au doigt, il vous affiche, vous avez dû vous en procurer d'ailleurs, et de telle manière que vous étiez pratiquement en télésurveillance, connecté à votre médecin, à qui tout le temps, avec l'humour, je répète, qui vous caractérise,
vous pouviez chaque fois transmettre votre tableau de saturomètre. Mais il y a des marqueurs pronostiques biologiques. Il y a le scanner thoracique qui devrait être réalisé. Le mien était à quel niveau? Vous étiez à peine à 10% d'atteinte pulmonaire. Et comme je vous dis, l'évolution, je livre tout ça sur votre contrôle et votre autorisation. 10%, mais on a tout mis en œuvre pour que vous n'évoluiez pas vers de 10 à 20 à 50. On a parfois des sujets qui sont admis à l'hôpital à 80%. On a regardé d'autres marqueurs du sang, comme la protéine C réactive pour l'inflammation, comme, nous n'allons pas citer trop de termes, les D-dimères, qui montrent que vous avez des risques de coaguler. Le sang coagule et vous faites alors des complications comme l'embolie pulmonaire, etc. Lorsqu'un sujet qui est pris en charge de cette façon-là présente quelques indications, quelques indicateurs pronostiques d'aggravation potentielle, c'est l'hospitalisation, c'est préventivement la prescription de certains médicaments. Nous avons appris des autres, nous avons des protocoles aujourd'hui affûtés. Ces protocoles restent attentifs à l'évolution scientifique parce que demain, des nouvelles trouvailles peuvent nous permettre de modifier nos attitudes, de les enrichir avec de nouveaux venants. Professeur, avec des personnes comme vous, je me demande pourquoi certains vont se faire soigner en Europe. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous recevoir pour parler notamment de moi-même et en profiter pour remercier tous ceux qui m'ont entouré de leur gentillesse. Certains pour dire vous avez beaucoup travaillé pour la République, venez le premier parce que nous avons grandi avec votre voix. Très sympathique parce que je vais vous dire la vérité, quand vous allez là-bas et qu'on vous annonce que vous avez l'affaire, moralement vous êtes mort. Enfin, mort non, mais... Et tout de suite, les gens voyaient que j'avais quelque chose, alors qu'en moi, il n'y avait rien. Au contraire, ce sont les médicaments qui commençaient à m'affaiblir. Alors, en présence des gens comme vous, pourquoi aller en Europe? Parce qu'on a une autre maladie qui peut précipiter la mort? J'ai appris tout de même avec cette pathologie et le fait de vous côtoyer, vous, j'allais dire chevalier de la plume, c'est à peu près ça, les hommes de presse. Ouais. J'ai appris à retourner encore davantage en moi-même, réveiller tout ce qu'il y a comme capitale humilité. Je dois vous dire que nous avons eu de la chance que vous pouviez, vous, pratiquer toutes les explorations que nous avions souhaité pratiquer pour pouvoir catégoriser votre cas et choisir l'interner ou le suivre facilement à domicile. Et je peux me permettre de dire, vous en avez l'air en tout cas, vous êtes discipliné, j'ai l'impression. En tout cas, je ne pense pas... En cette matière-là, je vous dis oui. Merci beaucoup. Mais alors, pourquoi on va en Europe? C'est que nous avons pu remarquer chez nous, par exemple, avec les patients qui n'ont pas toujours tous l'État à bien désirer organiser la gestion gratuite de Covid. Mais peu de structures dans notre pays peuvent réaliser à l'heure actuelle un examen qui, chez tout sujet qui a au moins un facteur de risque, même déjà l'âge, c'est le scanner du thorax, qui, chez ceux qui n'ont même pas encore une désaturation importante, peut montrer des lésions à un certain niveau qui vont nécessiter une certaine prise en charge pour éviter l'évolution néfaste. Donc, et même les marqueurs biologiques dont j'ai parlé. On va en Europe, souvent, parce qu'on peut y trouver une infrastructure. D'abord les bâtiments, les moyens d'investigation, de biologie, etc., qui sont là, présents, disponibles dans quasi toutes les formations médicales. Mais le constat de chez nous l'a été pour dire la plupart des décès que nous avons
c'est aussi un retard de référence. 3 patients sur 4, figurez-vous, n'avaient pas séjourné à l'hôpital plus de 48 heures. C'est court. Ça veut dire que la maladie a en amont eu le temps de, et la référence est tardive. Y a-t-il pas aussi déjà, pour la plupart des cas transférés, une référence tardive qui nécessite d'ailleurs de déployer des moyens comme, parce que ce sont des patients souvent en situation instable, de déployer des moyens comme des avions médicalisés, etc. Maintenant, c'est l'occasion. Une pandémie, la gestion d'une épidémie doit être l'opportunité pour faire une véritable analyse situationnelle et renforcer par conséquent notre système de santé. C'est l'occasion de rendre peut-être de rendre hommage au docteur Didier Raoult, parce que en Afrique, on est sur son chemin. Je dois vous avouer que personnellement, je respecte cette sommité du domaine de la microbiologie, particulièrement la virologie. Nous avons bâti notre protocole thérapeutique et l'Afrique subsaharienne quasi entière jusqu'à ce jour a appliqué ce protocole thérapeutique. Les études, les observations de chez nous, même s'il n'y a pas eu de randomisation absolument, nous ont prouvé que nous n'étions certainement pas dans l'erreur et nous n'avions pas de raison de changer absolument. Ce que je viens de dire ne voudrait pas dire que nous restons opaques. Nous demeurons ouverts à d'autres expériences, l'évolution de la science et même le développement de la recherche impliquant certains phytomédicaments de chez nous. Je serai, en tant que Congolais nationaliste, fier de savoir qu'une molécule issue de nos plantes de chez nous pourrait être la panacée pour apporter le soulagement au niveau mondial pour gérer cette pandémie qui, jusqu'à l'heure actuelle, n'a pas de traitement étiologique prouvé efficace à lui tout seul. Je serais très heureux. Et des essais sont en cours aujourd'hui chez nous. Le souci est d'étendre davantage ces essais parce que les scientifiques sont appelés obligatoirement à se parler, à travailler ensemble, à développer la recherche vers les plantes médicinales de notre pays. Professeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut prendre? Là, je crois qu'on peut le dire, pour renforcer son immunité. Parce qu'il est question de cela. Au fait, oui, une immunité correcte, solide, vous permettra d'éliminer, d'ailleurs, l'immunité innée dont nous disposons, d'éliminer le virus. Les sujets jeunes, en général, ont moins de risques d'avoir des comorbidités qui dépriment l'immunité, comme le diabète, comme les maladies infectieuses, le virus, les cancers. Le sida. Le sida, évidemment, qui est même un syndrome d'immunodéficience acquise. C'est la définition. Eh bien, il y a déjà au départ une alimentation saine qui apporte des nutriments comme le zinc, comme le sélénium et d'autres qui ont apporté leurs preuves dans le fait de renforcer l'immunité. La vitamine D, en particulier la vitamine D3, les effets multifacettes et multiples de la vitamine D3 sont connus de la plupart des professionnels de santé. Il y a moyen de booster l'immunité par là, par l'alimentation, mais aussi l'activité physique. L'activité physique et le sport. Je ne parle pas ici du sport de très haut niveau qui lui déprime d'ailleurs à certains moments l'immunité, mais une activité physique régulière booste également le système immunitaire. Mais dans les moyens de prévention, pour obtenir assez rapidement au niveau d'une collectivité, d'une communauté, une prévention, une immunité suffisante, il y a la vaccination, qui dans notre pays nécessite encore un coup de pouce important par vous, par les scientifiques, par les leaders d'opinion qui peuvent apporter le vrai message. Pas forcément renverser l'échelle de valeurs, laisser libre cours aux réseaux sociaux
qui semble même à l'heure actuelle informer les scientifiques. C'est comme si nous nous étions tous mis dans la communauté à marcher plutôt sur nos têtes. Professeur, je vais demander au caméraman de faire un gros plan sur mon ventre. Est-ce que mon ventre est proéminent? Est-ce que je suis obèse? Ça ne se calcule pas comme ça. Non, voilà, vous m'apportez la réponse vous-même. J'aurais bien besoin, et ça vous ne m'autoriserez sûrement pas, on nous dirait que nous faisons du striptease à la télé, de mesurer le tour ombilical et de vous dire si ce périmètre correspond à obésité ou pas. Mais j'ai déjà eu à vous rencontrer il y a quelques années. Je dois vous avouer que je vous préfère comme ça. Vous êtes un petit peu plus svelte et un grand tennisman, je pense d'ailleurs. Un grand. Nous demandons au ministre de Sport de vous mettre sur la liste de ceux qui défendront le pays aux prochaines opérations du tennis. À cet âge déjà, ce n'est pas possible. Alors, docteur, bon, les délinquants sexuels, ils s'exposent, non? Parce qu'il y en a qui sont très stricts dans leur bureau, etc., mais ce sont des vagabonds. Mais quand vous les appelez délinquants s'exposant, vous voulez vraiment que je puisse les absoudre? Je n'en ai pas la compétence, ni pasteur, ni prêtre. Mais la délinquance suppose multiplier éventuellement ses partenaires. Une pathologie pour laquelle 85% sont sensibles, mais peuvent transmettre la maladie. Quand savez-vous, en l'échangeant de manière évidente, quand savez-vous quel est le rapport infectant? Je pense que le risque est multiplié par un coefficient directement proportionnel au nombre éventuellement de partenaires. Oui, alors une question me vient à l'esprit. L'incubation est de combien de jours? Oui, l'incubation en moyenne, elle est, on dit d'ailleurs, de 2 à 14 jours. Elle peut aller plus loin, elle peut être plus courte. Ça dépend également de l'immunité au départ, mais aussi de la charge virale que vous recevez. En général, nous retenons pour les besoins épidémiologiques, etc., de 2 à 14 jours. 14 jours. Pendant l'incubation, vous distribuez. Mais vous pouvez déjà, si la multiplication du virus est rapide chez vous, vous pouvez déjà distribuer la maladie. Voilà la justification d'appliquer certaines mesures de restriction individuelle et communautaire, la distanciation physique par exemple. Oui. Est-ce que c'est nécessaire d'expliquer les quelques mesures barrières? Je crois que tout le monde les a comprises. Oui, je pense. Mais pourquoi est-ce qu'il porte un masque? Oui. C'est pour savoir qu'une des principales portes d'entrée de ce virus, c'est lorsqu'on parle, on postillonne, on chante, on élimine des gouttelettes dans l'environnement. Ces gouttelettes, au-delà d'1 mètre, certains disent même 2, peuvent aller, vous les inhalez, vous attrapez. Mais le masque, c'est un écran, c'est une barrière naturelle. La distance physique également, on peut la comprendre en ce que ce virus a un poids moléculaire assez puissant, assez fort. Sauf quelques fines particules aérosolisées peuvent parcourir des distances très importantes. Sinon, à moins d'1 mètre, elles gravitent, elles tombent et infectent notamment les surfaces comme la table, etc. Lorsque c'est ça, vous êtes à distance correcte, au-delà d'1 mètre, le risque est moindre. Nous avons parlé de l'écran par le masque, nous avons parlé de la distance, mais pourquoi laver régulièrement les mains, etc. Vous pouvez passer la main sur une surface qui a été contaminée par des particules qui sont tombées dessus. En passant cette main sur les muqueuses, qu'elles soient conjonctivales, du nez ou de la bouche, le risque y est également. Donc, c'est justifie le lavage régulier de mains à l'eau et savon ou avec le gel hydroalcoolique dont chacun peut se prémunir. Quand on a été soigné ou guéri de cette pathologie, on est un peu immunisé, non? Oui, il faut reconnaître. Tous les scientifiques au monde acceptent, même si le consensus est loin d'être établi en termes de durée. Après avoir fait Covid, nous avons des réinfections qui ont été décrites. Le pourcentage est faible.
on pense que le sujet qui a fait développe des anticorps qui peuvent durer 3 à 8 mois, voire même 1 an. Il y en a qui ont décrit, il y a des auteurs qui ont rapporté des durées plus longues. Tout ce qu'il faut dire aux personnes qui ont fait la maladie, c'est de continuer d'observer tout de même les mesures barrières. Et certaines, c'est de se faire vacciner parce que le vaccin renforce et booste, c'est connu, l'immunité des sujets. Quand se faire vacciner, tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire qu'une personne qui a fait la maladie peut se contenter d'une seule dose, même pour les vaccins qui sont réputés administrés en 2 doses au moins. Donc, voilà, il faut continuer la discipline et l'observance des mesures barrières, parce qu'on ne sait pas, le sujet A peut refaire une maladie à un temps record, plus court, le sujet B rester plus longtemps, mais n'est pas penser que le fait de l'avoir fait vous dédouane complètement et vous pousse à obtenir un mode de vie totalement indiscipliné, etc. Sûrement pas. Docteur, je sais que vous êtes un homme très, très occupé, mais le virus, peut-être même qu'il se balade en l'air. Alors, quand vous êtes au volant de votre voiture, vous êtes seul, peut-être continuer à porter le masque, parce qu'il peut entrer, et puis vous... D'une part, il y a le virus, de l'autre, c'est ne pas développer la psychose du virus. Comment faites-vous? Je suppose que vous ne dormez pas avec votre masque. Ou quand vous êtes chez vous, vous ne l'avez pas tout le temps. Vous êtes seul dans votre véhicule. Pourquoi le masque? Vous êtes à 3 ou 4 dans un taxi bondé de monde, portez votre masque. Parce que là, il n'y a plus de respect des distanciations. Il faut savoir que les particules virales se concentrent davantage en milieu fermé. Au début de l'émission, vous l'avez dit, nous nous sommes excusés auprès des téléspectateurs pour leur dire, nous sommes dans une salle fermée, à distance, c'est vrai, l'un vis-à-vis de l'autre, mais la circulation de particules virales, je peux être porteur, c'est toujours possible et plus importante en intérieur qu'en milieu extérieur. Lorsque vous traversez en voiture, vous êtes seul, vous pouvez ne pas porter votre masque, vous êtes seul. En milieu extérieur, la distribution, la concentration particulière est beaucoup plus faible aussi. C'est d'ailleurs un des phénomènes évoqués, notamment pour comment l'Afrique subsaharienne a pu éviter l'hécatombe dont qu'attendait notamment l'Organisation mondiale de la santé. Au début, parce que c'est peut-être que l'hécatombe est en train de nous rattraper avec les autres Oui, nous avons aujourd'hui le variant indien qui devient pratiquement prioritaire chez nous, dont la transmissibilité est très importante, c'est vrai, c'est connu, et avec une admission dans les hôpitaux et même dans les soins intensifs également plus importante. Sommes-nous encore à l'hécatombe? Je voudrais dire tout de même mon optimisme pour dire que les mesures timidement, il faut le dire, appliquées jusqu'aujourd'hui, qui méritent d'être boostées par ce que vous faites, la sensibilisation tous azimuts, que doivent assumer tous les leaders d'opinion. Ceci pourrait absolument nous permettre, avec un peu de discipline, à contrôler ce que nous avons déjà réussi à contrôler lors de la première et de la seconde vague. C'est vraiment mon espoir que ce que vous faites pour le moment, ce n'est pas du vent. C'est une sensibilisation qui doit porter absolument ses fruits, sinon nous n'aurons rien fait. Docteur, un petit mot qui vous chagrine ou qui vous reste sous le cœur, parce que nous avons terminé. Avant de vous remercier pour votre disponibilité, votre grandeur d'âme, votre générosité, je sais que ce sont des mots que vous ne voulez pas entendre, mais moi je les ai vécus. Avant de vous remercier, est-ce que vous avez quelque chose qui vous est resté sous le cœur? Oui, c'est de dire à mes frères et sœurs que Covid-19 dans notre pays est une réalité. La troisième vague est là. Ce qui pourra nous sauver, c'est demeurer à l'écoute des recommandations. Elles ont bien sûr un caractère contraignant sur les individus, sur la communauté, mais les appliquer avec un petit peu de discipline nous permettra à tous assez rapidement
de reconnaître des jours meilleurs. C'est ensemble, c'est l'affaire de tout le monde que nous vaincrons, le chef de l'État l'a dit, un ennemi, mais qui a, lui, la caractéristique d'être un ennemi invisible. Mais, docteur, je vois certaines filles et garçons s'embrasser gaiement alors qu'ils ou elles ne se connaissent pas. C'est quoi? C'est parce qu'elles n'en ont jamais entendu parler ou parce que nous le faisons en français? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des émissions de sensibilisation en lingala, etc. C'est ce que nous avons ici appelé tout simplement l'irresponsabilité quelque part. C'est pour ça que la sensibilisation, elle doit se faire à tous les niveaux. Le premier niveau, le premier noyau demeurant la famille. À côté de la famille, c'est l'école, c'est le milieu professionnel, mais c'est l'affaire de tout le monde, pas de la seule équipe de riposte, de médecins, de personnel soignant. Remarquez ce que vous avez vécu vous-même, l'impact et l'apport de la psychologie de ceux qui vous ont entourés. Entourons nos malades qui ne sont pas des pestiférés, mais ensemble, sensibilisons davantage. Et lorsque, je pense que ce sera bientôt, le ministre de la Santé l'a dit, nous aurons la possibilité de varier un tant soit peu nos vaccins. Le problème, le blocage psychologique totalement compréhensible du seul vaccin que nous avons eu, avec une communication tout à fait responsable par des connaisseurs de ces questions, permettra à notre pays aussi de se relever. On a vu l'exemple d'autres pays africains, comme le Sénégal, qui est en voie de développer la vaccinologie ou la fabrication de vaccins chez lui, l'Afrique du Sud et même le Rwanda. Nous avons dans ce pays suffisamment de compétences. Renforçons les structures pour cela. Le Congo pourra, pourquoi pas, je pèse mes mots, capable lui aussi de se présenter. C'est le vœu de l'Union africaine, de se présenter comme producteur, pourquoi pas, de vaccins. Nous avons intellectuellement des infrastructures pour le faire. Docteur Jean-Marie Kayembe, je vous remercie franchement pour tout ce que vous faites pour nous, les communs mortels. Vous l'êtes aussi. En tout cas, merci d'avoir perdu un peu de votre temps pour faire votre travail, parce que vous devez participer à cette campagne. Merci pour tous ceux qui m'ont personnellement accompagné. Merci pour ceux qui m'appelaient, qui ne savaient pas, parce que je ne devais pas leur dire que j'étais en quatorzaine. Et le docteur, sévère qu'il est, tout en étant gentil, il voulait que ça soit 14 jours, et c'était 14 jours enfermé chez moi. J'en suis sorti. Merci docteur et au revoir. Merci bien, monsieur. Au revoir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'émission est terminée. Bonsoir et bonjour chez vous.